Chapitre 18. Tandis que nous étions mouillés là, allant souvent à terre me récréer, un jour vint à moi un Anglais, second canonnier, si je ne me trompe, à bord d'un navire de la Compagnie des Indes orientales, à l'ancre plus haut dans la même rivière, près de la ville de Cambodge, ou à Cambodge même. Qui l'avait amené en ce lieu, je ne sais. Mais il vint à moi, et, m'adressant la parole en anglais, « Sire, dit-il, vous m'êtes étranger, et je vous le suis également. Cependant, j'ai à vous dire quelque chose qui vous touche de très près. » Je le regardai longtemps, fixement, et je crus d'abord le reconnaître, mais je me trompais. « Si cela me touche de très près, lui dis-je, et ne vous touche point vous-même, qui vous porte à me le communiquer ? » « Ce qui m'y porte, c'est le danger imminent où vous êtes, et dont je vois que vous n'avez aucune connaissance. » « Tout le danger où je suis, que je sache, c'est que mon navire a fait une voie d'eau que je ne puis trouver, mais je me propose de le mettre à terre demain pour tâcher de la découvrir. »« Mais sire, répliqua-t-il, qu'il ait fait ou non une voie, que vous l'ayez trouvée ou non, vous ne serez pas si fou que de le mettre à terre demain quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire. Savez-vous, sire, que la ville de Cambodge n'est guère qu'à 15 lieues plus haut sur cette rivière, et qu'environ à 5 lieues de ce côté, il y a 2 gros bâtiments anglais et 3 hollandais ? » « Eh bien, qu'est-ce que cela me fait à moi ? » répartis-je. « Quoi, sire ? » reprit-il. « Appartient-il à un homme qui cherche certaine aventure comme vous faites, d'entrer dans un port sans examiner auparavant quel vaisseau s'y trouve, et s'il est de force à se mesurer avec eux ? Je ne suppose pas que vous pensiez la partie égale. » Ce discours m'avait fort amusé, mais pas effrayé le moins du monde, car je ne savais ce qu'il signifiait. Et me tournant brusquement vers notre inconnu, je lui dis « Sire, je vous en prie, expliquez-vous. Je n'imagine pas quelle raison je puis avoir de redouter les navires de la compagnie ou des bâtiments hollandais. Je ne suis point interlope. Que peuvent-ils avoir à me dire ? » Il prit un air moitié colère, moitié plaisant, garda un instant le silence, puis, souriant, « Fort bien, sire, me dit-il, si vous vous croyez en sûreté, à vos souhaits. Je suis pourtant fâché que votre destinée vous rende sourd à un bon avis. Sur l'honneur, je vous l'assure, si vous ne regagnez pas la mer immédiatement, vous serez attaqué à la prochaine marée par 5 chaloupes bien équipées. Et peut-être, si l'on vous prend, serez-vous pendu comme pirate, sauf à informer après. Sire, je pensais trouver un meilleur accueil en vous rendant un service d'une telle importance. Je ne saurais être reconnaissant d'aucun service, ni envers aucun homme qui me témoigne de l'intérêt, mais cela passe ma compréhension, qu'on puisse avoir un tel dessein contre moi. Quoi qu'il en soit, puisque vous me dites qu'il n'y a point de temps à perdre, et qu'on ourdit contre moi quelque odieuse trame, je retourne à bord sur-le-champ, et je remets immédiatement à la voile. Si mes hommes peuvent étancher la voie d'eau, ou si, malgré cela, nous pouvons tenir la mer. Mais, sire, partirai-je sans savoir la raison de tout ceci ? Ne pourriez-vous me donner là-dessus quelque lumière ? Je ne puis vous conter qu'une partie de l'affaire, sire, me dit-il. Mais j'ai là avec moi un matelot hollandais qui, à ma prière, je pense, vous dirait le reste si le temps le permettait. Or, le gros de l'histoire, dont la première partie, je suppose, vous est parfaitement connue, c'est que vous êtes allé avec ce navire à Sumatra, que là votre capitaine a été massacré par les Malais avec 3 de ses gens, et que vous et quelques-uns de ceux qui se trouvaient à bord avec vous, vous vous êtes enfuis avec le bâtiment. Et depuis, vous vous êtes fait pirate. Voilà le fait en substance, et vous allez être tous saisis comme écumeurs, je vous l'assure, et exécutés sans autre forme de procès. Car, vous le savez, les navires marchands font peu de cérémonie avec les forbans quand ils tombent en leur pouvoir. « Maintenant, vous parlez bon anglais, lui dis-je, et je vous remercie.
et quoique je ne sache pas que nous ayons rien fait de semblable, quoique je sois sûr d'avoir acquis honnêtement et légitimement ce vaisseau, cependant, puisqu'un pareil coup se prépare, comme vous dites, et que vous me semblez sincère, je me tiendrai sur mes gardes. Non, sire, reprit-il, je ne vous dis pas de vous mettre sur vos gardes. La meilleure précaution est d'être hors de danger. Si vous faites quelque cas de votre vie et de celle de vos gens, regagnez la mer sans délai à la marée haute. Comme vous aurez toute une marée devant vous, vous serez déjà bien loin avant que les 5 chaloupes puissent descendre, car elles ne viendront qu'avec le flux, et comme elles sont à 20 miles plus haut, vous aurez l'avance de près de 2 heures sur elles par la différence de la marée, sans compter la longueur du chemin. En outre, comme ce sont des chaloupes seulement et non point des navires, elles n'oseront vous suivre au large, surtout s'il fait du vent. Bien, lui dis-je, vous avez été on ne peut plus obligeant en cette rencontre. Que puis-je faire pour votre récompense ? Sire, répondit-il, vous ne pouvez avoir grande envie de me récompenser, vous n'êtes pas assez convaincu de la vérité de tout ceci. Je vous ferai seulement une proposition. Il m'est dû 19 mois de paix à bord du navire sur lequel je suis venu d'Angleterre, et il en est dû 7 au Hollandais qui est avec moi. Voulez-vous nous en tenir compte ? Nous partirons avec vous. Si la chose en reste là, nous ne demanderons rien de plus. Mais s'il advient que vous soyez convaincu que nous avons sauvé et votre vie et le navire, et la vie de tout l'équipage, nous laisserons le reste à votre discrétion. J'y topais sur le champ, et je m'en allai immédiatement à bord, et les 2 hommes avec moi. Aussitôt que j'approchai du navire, mon partenaire, qui ne l'avait point quitté, accourut sur le gaillard d'arrière et tout joyeux me cria « Oh, 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 nous avons bouché la voie !»« Tout de bon, lui dis-je, béni soit Dieu, mais qu'on lève l'ancre en toute hâte. »« Qu'on lève l'ancre ?» répéta-t-il. « Qu'entendez-vous par là ? Qu'y a-t-il ?»« Point de question, répliquai-je, mais tout le monde à l'œuvre, et qu'on lève l'ancre sans perdre une minute. » Frappé d'étonnement, il ne laissa pas d'appeler le capitaine et de lui ordonner incontinent de lever l'ancre. Et quoique la marée ne fût pas entièrement montée, une petite brise de terre soufflant, nous fîmes route vers la mer. Alors j'appelai mon partenaire dans la cabine, et je lui contai en détail mon aventure. Puis nous fîmes venir les 2 hommes pour nous donner le reste de l'histoire. Mais comme ce récit demandait beaucoup de temps, il n'était pas terminé qu'un matelot vint crier à la porte de la cabine de la part du capitaine que nous étions chassés. « Chassés » m'écriai-je. « Comment et par qui ?»« Par 5 sloops ou chaloupes pleines de monde. »« Très bien, dis-je. Il paraît qu'il y a du vrai là-dedans. » Sur le champ, je fis assembler tous nos hommes, et je leur déclarai qu'on avait dessein de se saisir de navires pour nous traiter comme des pirates. Mais je leur demandai s'ils voulaient nous assister et se défendre. Ils répondirent joyeusement, unanimement, qu'ils voulaient vivre et mourir avec nous. Sur ce, je demandai au capitaine quelle était à son sens la meilleure marche à suivre dans le combat, car j'étais résolu à résister jusqu'à la dernière goutte de mon sang. « Il faut, dit-il, tenir l'ennemi à distance avec notre canon aussi longtemps que possible, puis faire pleuvoir sur lui notre mousqueterie pour l'empêcher de nous aborder, puis, ses ressources épuisées, se retirer dans nos quartiers. Peut-être n'auront-ils point d'instruments pour briser nos cloisons et ne pourront-ils pénétrer jusqu'à nous. » Là-dessus, notre canonnier reçut l'ordre de transporter 2 pièces à la timonerie pour balayer le pont de l'avant à l'arrière, et de les charger de balles, de morceaux de ferraille et de tout ce qui tomberait sous la main. Tandis que nous nous préparions au combat, nous gagnions toujours le large avec assez de vent, et nous apercevions dans l'éloignement les embarcations, les 5 grandes chaloupes qui nous suivaient avec toute la voile qu'elles pouvaient faire. 2 de ces chaloupes, qu'à l'aide de nos longues vues nous reconnûmes pour anglaises, avaient dépassé les autres de près de 2 lieues et gagnaient considérablement sur nous. À n'en pas douter,
elle voulait nous joindre. Nous tirâmes donc un coup de canon à poudre pour leur intimer l'ordre de mettre en panne, et nous abordâmes un pavillon blanc, comme pour demander à parlementer. Mais elles continuèrent de force et de voile jusqu'à ce qu'elles vinssent à portée de canon. Alors, nous amenâmes le pavillon blanc auquel elles n'avaient point fait réponse, et, déployant le pavillon rouge, nous tirâmes sur elles à boulet. Sans en tenir aucun compte, elles poursuivirent. Quand elles furent assez près pour être ailées avec le porte-voix que nous avions à bord, nous les arraisonnâmes et leur enjoignîmes de s'éloigner, que sinon mal leur en prendrait. Ce fut peine perdue. Elles n'en démordirent pas et s'efforcèrent d'arriver sous notre poupe comme pour nous aborder par l'arrière. Voyant qu'elles étaient résolues à tenter un mauvais coup et se fier sur les forces qui les suivaient, je donnai l'ordre de mettre en panne afin de leur présenter le travers. Et immédiatement, on leur tira 5 coups de canon, dont un avait été pointé si juste qu'il emporta la poupe de la chaloupe la plus éloignée, ce qui mit l'équipage dans la nécessité d'amener toutes les voiles et de se jeter sur l'avant pour empêcher qu'elle ne coulât. Elle s'en tint là, elle en eut assez. Mais la plus avancée n'en poursuivant pas moins sa course, nous nous préparâmes à faire feu sur elle en particulier. Dans ces entrefaites, une des 3 qui suivaient, ayant devancé les 2 autres, s'approcha de celle que nous avions désemparée pour la secourir, et nous la vîmes ensuite en recueillir l'équipage. Nous hélâmes de nouveau la chaloupe la plus proche, et lui offrîmes de nouveau une trêve pour parlementer, afin de savoir ce qu'elle nous voulait. Pour toute réponse, elle s'avança sous notre poupe. Alors, notre canonnier, qui était un adroit compagnon, braqua ses 2 canons de chasse et fit feu sur elle. Mais il manqua son coup, et les hommes de la chaloupe, faisant des acclamations et agitant leurs bonnets, poussèrent en avant. Le canonnier, s'étant de nouveau promptement apprêté, fit feu sur eux une seconde fois. Un boulet, bien qu'il n'atteignît pas l'embarcation elle-même, tomba au milieu des matelots, et fit, nous pûmes le voir aisément, un grand ravage parmi eux. Incontinents, nous virâmes l'off pour l'off, nous leur présentâmes la hanche, et, leur ayant lâché 3 coups de canon, nous nous aperçûmes que la chaloupe était presque mise en pièces. Le gouvernail, entre autres, et un morceau de la poupe avaient été emportés. Ils serrèrent donc leurs voiles immédiatement, jetés qu'ils étaient dans une grande confusion. Pour compléter leur désastre, notre canonnier leur envoya 2 autres coups. Nous ne sûmes où ils frappèrent, mais nous vîmes la chaloupe qui coulait bas. Déjà plusieurs hommes luttaient avec les flots. Sur-le-champ, je fis mettre à la mer et garnir de mondre notre pinasse, avec ordre de repêcher quelques-uns de nos ennemis s'il était possible, et de les amener de suite à bord, parce que les autres chaloupes commençaient à s'approcher. Nos gens de la pinasse obéirent et recueillirent 3 pauvres diables, dont l'un était sur le point de se noyer. Nous eûmes bien de la peine à le faire revenir à lui. Aussitôt qu'ils furent rentrés à bord, nous mîmes toutes voiles dehors pour courir au large, et quand les 3 autres chaloupes eurent rejoint les 2 premières, nous vîmes qu'elles avaient levé la chasse. Ainsi délivré d'un danger qui, bien que j'en ignorasse la cause, me semblait beaucoup plus grand que je ne l'avais appréhendé, je fis changer de route pour ne point donner à connaître où nous allions. Nous mîmes donc le cap à l'est, entièrement hors de la ligne suivie par les navires européens chargés pour la Chine ou même tout autre lieu en relation commerciale avec les nations de l'Europe. Quand nous fûmes au large, nous consultâmes avec les 2 marins et nous leur demandâmes d'abord ce que tout cela pouvait signifier. Le Hollandais nous mit tout d'un coup dans le secret, en nous déclarant que le drille qui nous avait vendu le navire, comme on sait, n'était rien moins qu'un voleur qui s'était enfui avec. Alors, il nous raconta comment le capitaine, dont il nous dit le nom que je ne puis me remémorer aujourd'hui, avait été traîtreusement massacré par les naturels sur la côte de Malacca avec 3 de ses hommes, et comment lui, ce Hollandais, et 4 autres s'étaient réfugiés dans les bois,
où ils avaient erré bien longtemps, et d'où lui seul enfin s'était échappé, d'une façon miraculeuse, en atteignant à la nage un navire hollandais, qui, naviguant près de la côte en revenant de Chine, avait envoyé sa chaloupe à terre pour faire régade. Cet infortuné n'avait pas osé descendre sur le rivage où était l'embarcation, mais dans la nuit, ayant gagné l'eau un peu au-delà, après avoir nagé fort longtemps, à la fin il avait été recueilli par la chaloupe du navire. Il nous dit ensuite qu'il était allé à Batavia, où ayant abandonné les autres dans leur voyage, 2 marins appartenant à ce navire étaient arrivés. Il nous conta que le drôle qui s'était enfui avec le bâtiment l'avait vendu au Bengale à un ramassis de pirates, qui, partis en course, avaient déjà pris un navire anglais et 2 Hollandais très richement chargés. Cette dernière allégation nous concernait directement, et quoiqu'il fût patent qu'elle était fausse, cependant, comme mon partenaire le disait très bien, si nous étions tombés entre leurs mains, ces gens avaient contre nous une prévention telle que c'eût été en vain que nous nous serions défendus, ou que de leur part nous aurions espéré quartier. Nos accusateurs auraient été nos juges. Nous n'aurions rien eu à en attendre que ce que la rage peut dicter et que peut exécuter une colère aveugle. Aussi, l'opinion de mon partenaire fut-elle de retourner en droiture au Bengale, d'où nous venions, sans relâcher à aucun port, parce que là nous pourrions nous justifier, nous pourrions prouver où nous nous trouvions quand le navire était arrivé, à qui nous l'avions acheté, et surtout, s'il advenait que nous fussions dans la nécessité de porter l'affaire devant nos juges naturels, parce que nous pourrions être sûrs d'obtenir quelque justice et de ne pas être pendus d'abord et jugés après. Je fus quelque temps de l'avis de mon partenaire, mais après y avoir songé un peu plus sérieusement, « Il me semble bien dangereux pour nous, lui dis-je, de tenter de retourner au Bengale, d'autant que nous sommes en deçà du détroit de Malacca. Si l'alarme a été donnée, nous pouvons avoir la certitude d'y être guettés par les Hollandais de Batavia et par les Anglais. Et si nous étions en quelque sorte pris en fuite, par là nous nous condamnerions nous-mêmes. Il n'en faudrait pas davantage pour nous perdre. » Je demandai au marin anglais son sentiment. Il répondit qu'il partageait le mien et que nous serions immanquablement pris. Ce danger déconcerta un peu et mon partenaire et l'équipage. Nous déterminâmes immédiatement d'aller à la côte de Tonquin puis à la Chine, et là, tout en poursuivant notre premier projet, nos opérations commerciales, de chercher d'une manière ou d'une autre à nous défaire de notre navire pour nous en retourner sur le premier vaisseau du pays que nous nous procurerions. Nous nous arrêtâmes à ces mesures comme au plus sage, et en conséquence, nous gouvernâmes nord-nord-est, nous tenant à plus de 50 lieues hors de la route ordinaire vers l'est. Ce parti pourtant ne laissa pas d'avoir ses inconvénients. Les vents, quand nous fûmes à cette distance de la terre, semblèrent nous être plus constamment contraires. Les moussons, comme on les appelle, soufflant est et est-nord-est, de sorte que, tout mal pourvus de vivres que nous étions pour un long trajet, nous avions la perspective d'une traversée laborieuse. Et ce qui était encore pire, nous avions à redouter que les navires anglais et hollandais, dont les chaloupes nous avaient donné la chasse, et dont quelques-uns étaient destinés pour ces parages, n'arrivassent avant nous, ou que quelque autre navire chargé pour la Chine, informé de nous par eux, ne nous poursuivît avec la même vigueur. Il faut que je l'avoue, je n'étais pas alors à mon aise, et je m'estimais depuis que j'avais échappé aux chaloupes, dans la plus dangereuse position où je me fusse trouvé de ma vie. En quelque mauvaise passe que j'eusse été, je ne m'étais jamais vu jusque-là poursuivi comme un voleur. Je n'avais non plus jamais rien fait qui blessât la délicatesse et la loyauté, encore moins qui fût contraire à l'honneur. J'avais été surtout mon propre ennemi. Je n'avais jamais été, je puis bien le dire, hostile à personne autre que moi.
Pourtant, je me voyais empêtré dans la plus méchante affaire imaginable. Car bien que je fusse parfaitement innocent, je n'étais pas à même de prouver mon innocence. Pourtant, si j'étais pris, je me voyais prévenu d'un crime de la pire espèce, au moins considéré comme tel par les gens auxquels j'avais affaire. Je n'avais qu'une idée, chercher notre salut. Mais comment? Mais dans quel port? Dans quel lieu? Je ne savais. Mon partenaire, qui d'abord avait été plus démonté que moi, me voyant ainsi abattu, se prit à relever mon courage. Et après m'avoir fait la description des différents ports de cette côte, il me dit qu'il était d'avis de relâcher à la Cochinchine ou à la baie de Tonquin pour gagner ensuite Macao, ville appartenant autrefois aux Portugais, où résident encore beaucoup de familles européennes et où se rendent d'ordinaire les missionnaires dans le dessein de pénétrer en Chine. Nous nous rangeâmes à cet avis, et en conséquence, après une traversée lente et régulière, durant laquelle nous souffrîmes beaucoup, faute de provisions, nous arrivâmes en vue de la côte de très grand matin, et faisant réflexion aux circonstances passées et aux dangers imminents auxquels nous avions échappé, nous résolûmes de relâcher dans une petite rivière, ayant toutefois assez de fond pour nous, et de voir si nous ne pourrions pas, soit par terre, soit avec la pinasse du navire, reconnaître quel bâtiment se trouvait dans les ports d'alentour. Nous dûmes vraiment notre salut à cette heureuse précaution. Car si tout d'abord aucun navire européen ne s'offrit à nos regards dans la baie de Tonquin, le lendemain matin, il y arriva 2 vaisseaux hollandais et un 3e sans pavillon déployé, mais que nous crûmes appartenir à la même nation, passa environ à 2 lieues au large, faisant voile pour la côte de Chine. Dans l'après-midi, nous aperçûmes 2 bâtiments anglais tenant la même route. Ainsi, nous pensâmes nous voir environnés d'ennemis de tous côtés. Le pays où nous faisions station était sauvage et barbare, les naturels voleurs par vocation ou par profession. Et bien qu'avec eux nous n'eussions guère commerce, et qu'excepté pour nous procurer des vivres nous évitassions d'avoir affaire à eux, ce ne fut pourtant qu'à grande peine que nous pûmes nous garder de leurs insultes plusieurs fois. La petite rivière où nous étions n'est distante que de quelques lieues des dernières limites septentrionales de ce pays. Avec notre embarcation, nous côtoyâmes au nord-est jusqu'à la pointe de terre qui ouvre la grande baie de Tonquin, et ce fut durant cette reconnaissance que nous découvrîmes, comme on sait, les ennemis dont nous étions environnés. Les naturels chez lesquels nous étions sont les plus barbares de tous les habitants de cette côte. Ils n'ont commerce avec aucune autre nation et vivent seulement de poissons, d'huile et autres grossiers aliments. Une preuve évidente de leur barbarie toute particulière, c'est la coutume qu'ils ont, lorsqu'un navire a le malheur de naufrager sur leur côte, de faire l'équipage prisonnier, c'est-à-dire esclave. Et nous ne tardâmes pas à voir un échantillon de leur bonté en ce genre à l'occasion suivante. J'ai consigné ci-dessus que notre navire avait fait une voie d'eau en mer et que nous n'avions pu le découvrir. Bien qu'à la fin elle eût été bouchée aussi inopinément qu'heureusement, dans l'instant même où nous allions être capturés par les chaloupes hollandaises et anglaises, proches la baie de Siam, cependant, comme nous ne trouvions pas le bâtiment en aussi bon point que nous l'aurions désiré, nous résolûmes, tandis que nous étions en cet endroit, de l'échouer au rivage après avoir retiré le peu de choses lourdes que nous avions à bord, pour nettoyer et réparer la carène, et, s'il était possible, trouver où s'était fait le déchirement. En conséquence, ayant allégé le bâtiment et mis tous les canons et les autres objets mobiles d'un seul côté, nous fîmes de notre mieux pour le mettre à la bande, afin de parvenir jusqu'à la quille. Car, toute réflexion faite, nous ne nous étions pas souciés de l'échouer à sec. Nous n'avions pu trouver une place convenable pour cela. Les habitants, qui n'avaient jamais assisté à un pareil spectacle,
descendirent émerveillés au rivage pour nous regarder. Et voyant le vaisseau ainsi abattu, incliné vers la rive, et ne découvrant point nos hommes, qui de l'autre côté, sur des échafaudages et dans les embarcations, travaillaient à la carène, ils s'imaginèrent qu'il avait fait naufrage et se trouvait profondément engravé. Dans cette supposition, au bout de 2 ou 3 heures, et avec 10 ou 12 grandes barques qui contenaient les unes 8, les autres 10 hommes, ils se réunirent près de nous, se promettant sans doute de venir à bord, de piller le navire, et, s'ils nous y trouvaient, de nous mener comme esclaves à leur roi ou capitaine, car nous ne sûmes point qui les gouvernait. Quand ils s'approchèrent du bâtiment et commencèrent de ramer alentour, ils nous aperçurent tous fort embesognés après la carène, nettoyant, calfatant et donnant le suif, comme tout marin sait que cela se pratique. Ils s'arrêtèrent quelque temps à nous contempler. Dans notre surprise, nous ne pouvions concevoir quel était leur dessein. Mais, à tout événement, profitant de ce loisir, nous fîmes entrer quelques-uns des nôtres dans le navire et passer des armes et des munitions à ceux qui travaillaient, afin qu'ils pussent se défendre au besoin. Et ce ne fut pas hors de propos, car après tout au plus un quart d'heure de délibération, concluant sans doute que le vaisseau était réellement naufragé, que nous étions à l'œuvre pour essayer de le sauver et de nous sauver nous-mêmes à l'aide de nos embarcations, et quand on transporta nos armes, que nous tâchions de faire le sauvetage de nos marchandises, ils posèrent en fait que nous leur étions échus et s'avancèrent droit sur nous, comme en ligne de bataille. À la vue de cette multitude, la position vraiment n'était pas tenable. Nos hommes commencèrent à s'effrayer et se mirent à nous crier qu'ils ne savaient que faire. Je commandai aussitôt à ceux qui travaillaient sur les échafaudages de descendre, de rentrer dans le bâtiment, et à ceux qui montaient les chaloupes de revenir. Quant à nous qui étions à bord, nous employâmes toutes nos forces pour redresser le bâtiment. Ni ceux de l'échafaudage, cependant, ni ceux des embarcations ne purent exécuter ces ordres avant d'avoir sur les bras les cochins chinois, qui, avec 2 de leurs barques, se jetaient déjà sur notre chaloupe pour faire nos hommes prisonniers. Le premier dont ils se saisirent était un matelot anglais, un hardi et solide compagnon. Il tenait un mousquet à la main. Mais, au lieu de faire feu, il le déposa dans la chaloupe. Je le crus fou. Le drôle entendait mieux que moi son affaire, car il agrippa un païen, le tira violemment de sa barque dans la nôtre, puis, le prenant par les 2 oreilles, lui cogna la tête si rudement contre le plat-bord que le camarade lui resta dans les mains. Sur l'entrefaite, un Hollandais qui se trouvait à côté ramassa le mousquet et avec la crosse manœuvra si bien autour de lui qu'il terrassa Saint-Barbare au moment où il tentait d'entrer dans la chaloupe. Mais qu'était tout cela pour résister à 40 ou 50 hommes qui, intrépidement, ne se méfiant pas du danger, commençaient à se précipiter dans la chaloupe, défendue par 5 matelots seulement. Toutefois, un incident qui nous apprêta surtout à rire procura à nos gens une victoire complète. Voici ce que c'est. Notre charpentier, en train de donner un suif à l'extérieur du navire et de brailler les coutures qu'il avait calfatées pour boucher les voies, venait justement de faire descendre dans la chaloupe 2 chaudières, l'une pleine de poix bouillante, l'autre de résine, de suif, d'huile et d'autres matières dont on fait usage pour ces opérations. Et le garçon qui servait notre charpentier avait justement à la main une grande cuillère de fer avec laquelle il passait aux travailleurs la matière en fusion, quand, par les écoutes d'avant, à l'endroit même où se trouvait ce garçon, 2 de nos ennemis entrèrent dans la chaloupe. Le drille aussitôt les salua d'une cuillerée de poix bouillante, qui les grilla et les échauda si bien, d'autant qu'ils étaient à moitié nus, qu'exaspérés par leur brûlure, ils sautèrent à la mer, beuglant comme 2 taureaux. À ce coup, le charpentier s'écria « Bien joué, Jack, bravo, va toujours !» Puis, s'avançant lui-même, il prend un guipon et le plongeant dans la chaudière à la poix,
lui et son aide en envoient une telle profusion que, bref, dans 3 barques, il n'y eut pas un assaillant qui ne fût roussi et brûlé d'une manière piteuse, d'une manière effroyable, et ne poussa des cris et des hurlements tels que de ma vie je n'avais ouï un plus horrible vacarme, voire même rien de semblable. Car bien que la douleur, et c'est une chose digne de remarque, fasse naturellement jeter des cris à tous les êtres, cependant chaque nation a un mode particulier d'exclamation, et ses vociférations à elle, comme elle a son langage à elle. Je ne saurais, aux clameurs de ces créatures, donner un nom ni plus juste ni plus exact que celui de hurlement. Je n'ai vraiment jamais rien ouï qui en approchât plus que les rumeurs des loups que j'entendis hurler, comme on sait, dans la forêt sur les frontières du Languedoc. Jamais Victoire ne me fit plus de plaisir, non seulement parce qu'elle était pour moi inopinée et qu'elle nous tirait d'un péril imminent, mais encore parce que nous l'avions remportée sans avoir répandu d'autre sang que celui de ce pauvre diable qu'un de nos grilles avait dépêché de ses mains. À mon regret toutefois, car je souffrais de voir tuer de pareils misérables sauvages, même en cas de personnelle défense, dans la persuasion où j'étais qu'ils croyaient ne faire rien que de juste et n'en savaient pas plus long. Et, bien que ce meurtre pût être justifiable parce qu'il avait été nécessaire, et qu'il n'y a point de crime nécessaire dans la nature, je n'en pensais pas moins que c'est là une triste vie que celle où il nous faut sans cesse tuer nos semblables pour notre propre conservation. Et, de fait, je pense ainsi toujours. Même aujourd'hui, j'aimerais mieux souffrir beaucoup que d'ôter la vie à l'être le plus vil qui m'outragerait. Tout homme judicieux et qui connaît la valeur d'une vie sera de mon sentiment, j'en ai l'assurance, s'il réfléchit sérieusement. Mais pour revenir à mon histoire, durant cette échauffourée, mon partenaire et moi, qui dirigeons le reste de l'équipage à bord, nous avions fort dextrement redressé le navire, ou à peu près. Et quand nous eûmes remis les canons en place, le canonnier me pria d'ordonner à notre chaloupe de se retirer, parce qu'il voulait envoyer une bordée à l'ennemi. Je lui dis de s'en donner de garde, de ne point mettre en batterie, que sans lui le charpentier ferait la besogne. Je le chargeai seulement de faire chauffer une autre chaudière de pois, ce dont prit soin notre cook qui se trouvait à bord. Mais nos assaillants étaient si atterrés de leur première rencontre qu'ils ne se soucièrent pas de revenir. Quant à ceux de nos ennemis qui s'étaient trouvés hors d'atteinte, voyant le navire à flot et pour ainsi dire debout, ils commencèrent, nous le supposâmes du moins, à s'apercevoir de leur bévue et à renoncer à l'entreprise, trouvant que ce n'était pas là du tout ce qu'ils s'étaient promis. C'est ainsi que nous sortîmes de cette plaisante bataille. Et comme 2 jours auparavant nous avions porté à bord du riz, des racines, du pain et une quinzaine de pourceaux gras, nous résolûmes de ne pas demeurer là plus longtemps et de remettre en mer quoi qu'il en pût advenir, car nous ne doutions pas d'être environnés, le jour suivant, d'un si grand nombre de ces marauds que notre chaudière de pois n'y pourrait suffire. En conséquence, tout fut replacé à bord le soir même, et dès le matin, nous étions prêts à partir. Dans ces entrefaites, comme nous avions mouillé l'ancre à quelque distance du rivage, nous fûmes bien moins inquiets. Nous étions alors en position de combattre et de courir au large si quelque ennemi se fût présenté. Le lendemain, après avoir terminé à bord notre besogne, toutes les voies se trouvant parfaitement étanchées, nous mîmes à la voile. Nous aurions bien voulu aller dans la baie de Tonquin, désireux que nous étions d'obtenir quelques renseignements sur ces bâtiments hollandais qui étaient entrés. Mais nous n'osâmes pas, à cause que nous avions vu un peu auparavant plusieurs navires qui s'y rendaient, à ce que nous supposâmes. Nous cinglâmes donc au nord-est, à dessein de toucher à l'île Formose. Ne redoutez pas moins d'être aperçu par un bâtiment marchand hollandais ou anglais qu'un navire hollandais ou anglais ne redoute de l'être dans la Méditerranée par un vaisseau de guerre algérien.
quand nous eûmes gagné la haute mer, nous tîmes toujours au nord-est, comme si nous voulions aller aux Manilles ou aux îles Philippines, ce que nous fîmes pour ne pas tomber dans la route des vaisseaux européens. Puis nous gouvernâmes au nord, jusqu'à ce que nous fussions par 22° 20' de latitude, de sorte que nous arrivâmes directement à l'île Formose, où nous jetâmes l'ancre pour faire de l'eau et des provisions fraîches. Là, les habitants, qui sont très courtois et très civils dans leur manière, vinrent au-devant de nos besoins et en usèrent très honnêtement et très loyablement avec nous dans toutes leurs relations et tous leurs marchés, ce que nous n'avions pas trouvé dans l'autre peuple, ce qui peut-être est dû au reste du christianisme autrefois planté dans cette île par une mission de protestants hollandais. Preuve nouvelle de ce que j'ai souvent observé, que la religion chrétienne, partout où elle est reçue, civilise toujours les hommes et réforme les mœurs, qu'elle opère ou non leur sanctification. De là, nous continuâmes à faire route au nord, nous tenant toujours à la même distance de la côte de Chine, jusqu'à ce que nous eussions passé tous les ports fréquentés par les navires européens, résolus que nous étions autant que possible à ne pas nous laisser prendre, surtout dans cette contrée. Où, vu notre position, c'eût été fait de nous infailliblement. Pour ma part, j'avais une telle peur d'être capturé que, je le crois fermement, j'eusse préféré de beaucoup tomber entre les mains de l'Inquisition espagnole. Étant alors parvenus à la latitude de 30°, nous nous déterminâmes à entrer dans le premier port de commerce que nous trouverions. Tandis que nous rallions la terre, une barque vint nous joindre à 2 lieues au large, ayant à bord un vieux pilote portugais qui, nous ayant reconnus pour un bâtiment européen, venait nous offrir ses services. Nous fûmes ravis de sa proposition. Nous le prîmes à bord, et là-dessus, sans nous demander où nous voulions aller, il congédia la barque sur laquelle il était venu. Bien persuadé qu'il nous était loisible alors de nous faire mener par ce vieux homme, où bon nous semblerait, je lui parlai tout d'abord de nous conduire au golfe de Nanking, dans la partie la plus septentrionale de la côte de Chine. Le bonhomme nous dit qu'il connaissait fort bien le golfe de Nanking, mais, en souriant, il nous demanda ce que nous y comptions faire. Je lui répondis que nous voulions y vendre notre cargaison, y acheter des porcelaines, des calicots, des soies écrues, du thé, des soies ouvrées, puis nous en retourner par la même route. En ce cas, nous dit-il, ce serait bien mieux votre affaire de relâcher à Macao, où vous ne pourriez manquer de vous défaire avantageusement de votre opium, et où, avec votre argent, vous pourriez acheter toute espèce de marchandises chinoises à aussi bon marché qu'à Nanking. Dans l'impossibilité de détourner le bonhomme de ce sentiment dont il était fort entêté et fort engoué, je lui dis que nous étions gentlemen aussi bien que négociants, et que nous avions envie d'aller voir la grande cité de Péking et la fameuse cour du monarque de la Chine. « Alors, reprit-il, il faut aller à Ningpo, d'où, par le fleuve qui se jette là dans la mer, vous gagnerez, au bout de 5 lieues, le Grand Canal. Ce canal, partout navigable, traverse le cœur de tout le vaste empire chinois, coupe toutes les rivières, franchit plusieurs montagnes considérables au moyen d'écluses et de portes, et s'avance jusqu'à la ville de Pékin, après un cours de 270 lieues. « Fort bien, seigneur portugaise, répondis-je, mais ce n'est pas là notre affaire maintenant. La grande question est de savoir s'il vous est possible de nous conduire à la ville de Nanking, d'où plus tard nous nous rendrions à Pékin. » Il me dit que oui, que c'était pour lui chose facile, et qu'un gros navire hollandais venait justement de prendre la même route. Ceci me causa quelque trouble. Un vaisseau hollandais était pour lors notre terreur. Et nous eussions préféré rencontrer le diable, pourvu qu'il ne fût pas venu sous une figure trop effroyable. Nous avions la persuasion qu'un bâtiment hollandais serait notre ruine.
Nous n'étions pas de taille à nous mesurer. Tous les vaisseaux qui trafiquent dans ces parages étant d'un port considérable et d'une beaucoup plus grande force que nous. Le bonhomme s'aperçut de mon trouble et de mon embarras quand il me parla du navire hollandais, et il me dit « Sire, vous n'avez rien à redouter des Hollandais. Je ne suppose pas qu'ils soient en guerre aujourd'hui avec votre nation. » « Non, dis-je, il est vrai, mais je ne sais quelle liberté les hommes se peuvent donner lorsqu'ils sont hors de la portée des lois de leur pays. »« Et quoi, reprit-il, vous n'êtes pas des pirates, que craignez-vous? À coup sûr, on ne s'attaquera pas à de paisibles négociants. » Si, à ces mots, tout mon sang ne me monta pas au visage, c'est que quelque obstruction l'arrêta dans les vaisseaux que la nature a destinés à sa circulation. Jeté dans la dernière confusion, je dissimulai mal, et le bonhomme s'aperçut aisément de mon désordre. « Sire, me dit-il, je vois que je déconcerte vos mesures. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites ce que bon vous semble, et croyez bien que je vous servirai de toutes mes forces. »« Oui, cela est vrai, Seigneur, répondis-je. Maintenant, je suis quelque peu ébranlé dans ma résolution. Je ne sais où je dois aller, d'autant surtout que vous avez parlé de pirates. J'ose espérer qu'il n'y en a pas dans ces mers. Nous serions en fort mauvaise position. Vous le voyez, notre navire n'est pas de haut bord et n'est que faiblement équipé. »« Oh, sire, s'écria-t-il, tranquillisez-vous. Je ne sache pas qu'aucun pirate ait paru dans ces mers depuis 15 ans. Un seul excepté, qui a été vu, à ce que j'ai ouï dire, dans la baie de Siam il y a environ 1 mois. Mais vous pouvez être certain qu'il est parti pour le sud. D'ailleurs, ce bâtiment n'est ni formidable ni propre à son métier. Il n'a pas été construit pour faire la course. Il a été enlevé par un tas de coquins qui se trouvaient à bord, après que le capitaine et quelques-uns de ses hommes eurent été tués par des Malais. À ou près l'île de Sumatra. « Quoi ?» dis-je, faisant semblant de ne rien savoir de cette affaire. « Ils ont assassiné leur capitaine ?»« Non, reprit-il, je ne prétends pas qu'ils l'aient massacré, mais comme après le coup ils se sont enfuis avec le navire, on croit généralement qu'ils l'ont livré par trahison entre les mains de ces Malais qui l'égorgèrent, et que sans doute ils avaient aposté pour cela. »« Alors, m'écriai-je, ils ont mérité la mort tout autant que s'ils avaient frappé eux-mêmes. »« Oui, da, répartit le bonhomme, ils l'ont mérité, et pour certains, ils l'auront s'ils sont découverts par quelque navire anglais ou hollandais. » Car tous sont convenus, s'ils rencontrent ces brigands, de ne leur point donner de quartier. « Mais, lui fis-je observer, puisque vous dites que le pirate a quitté ces mers, comment pourrait-il le rencontrer ? » « Oui, vraiment, répliqua-t-il, on assure qu'il est parti. Ce qu'il y a de certain, toutefois, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il est entré il y a environ 1 mois dans la baie de Siam, dans la rivière de Cambodge, et que là, découvert par les Hollandais qui avaient fait partie de l'équipage et qui avaient été abandonnés à terre quand leurs compagnons s'étaient enfuis avec le navire, peu s'en est fallu qu'il ne soit tombé entre les mains de quelques marchands anglais et hollandais, mouillés dans la même rivière. Si leurs premières embarcations avaient été bien secondées, on l'aurait infailliblement capturé. Mais ne se croyant harcelés que par 2 chaloupes, il vira vent devant, fit feu dessus, les désempara avant que les autres fussent arrivés, puis, gagnant la haute mer, leur fit lever la chasse et disparut. Comme ils ont une description exacte du navire, ils sont sûrs de le reconnaître, et partout où ils le trouveront, ils ont juré de ne faire aucun quartier, ni au capitaine, ni à ses hommes, et de les pendre tous à la grande vergue. « Quoi » m'écriai-je. « Ils les exécuteront à tort ou à droit ? Ils les pendront d'abord et les jugeront ensuite ?»« Bon Dieu, sire, répondit le vieux pilote,
Qu'est-il besoin de formalités avec de pareils coquins? Qu'on les lie dos à dos et qu'on les jette à la mer, c'est là tout ce qu'ils méritent. » Sentant le bonhomme entre mes mains et dans l'impossibilité de me nuire, je l'interrompis brusquement. « Fort bien, Seigneur, lui dis-je, et voilà justement pourquoi je veux que vous nous meniez à Nankin et ne veux pas rebrousser vers Macao ou tout autre parage fréquenté par les bâtiments anglais ou hollandais. Car sachez, Seigneur, que messieurs les capitaines de vaisseaux sont un tas de mal avisés, d'orgueilleux, d'insolents personnages qui ne savent ce que c'est que la justice, ce que c'est que de se conduire selon les lois de Dieu et la nature. Fiers de leurs offices et n'entendant goutte à leur pouvoir pour punir des voleurs, ils se font assassins. Ils prennent sur eux d'outrager des gens faussement accusés et de les déclarer coupables sans enquête légale. Mais si Dieu me prête vie, je leur en ferai rendre compte, je leur ferai apprendre comment la justice veut être administrée, et qu'on ne doit pas traiter un homme comme un criminel avant que d'avoir quelques preuves et du crime et de la culpabilité de cet homme. Sur ce, je lui déclarai que notre navire était celui-là même que ces messieurs avaient attaqué. Je lui exposai tout au long l'escarmouche que nous avions eue avec leur chaloupe, et la sottise et la couardise de leur conduite. Je lui contai toute l'histoire de l'acquisition du navire, et comment le Hollandais nous avait présenté la chose. Je lui dis les raisons que j'avais de ne pas ajouter foi à l'assassinat du capitaine par les Malais, non plus qu'au rapt du navire, que ce n'était qu'une fable du cru de ces messieurs, pour insinuer que l'équipage s'était fait pirate, qu'après tout ces messieurs auraient dû au moins s'assurer du fait avant de nous attaquer au dépourvu et de nous contraindre à leur résister. « Ils auront à répondre, ajoutai-je, du sang des hommes que dans notre légitime défense nous avons tués. » Ébahi à ce discours, le bonhomme nous dit que nous avions furieusement raison de gagner le nord, et que, s'il avait un conseil à nous donner, ce serait de vendre notre bâtiment en Chine, chose facile, puis d'en construire ou d'en acheter un autre dans ce pays. Assurément, ajouta-t-il, vous n'en trouverez pas d'aussi bon que le vôtre, mais vous pourrez vous en procurer un plus que suffisant pour vous ramener, vous et toutes vos marchandises, au Bengale ou partout ailleurs. Je lui dis que j'userais de son avis quand nous arriverions dans quelque port où je pourrais trouver un bâtiment pour mon retour, ou quelque chaland qui voulût acheter le mien. Il m'assura qu'à Nanking les acquéreurs afflueraient, que pour m'en revenir, une jonque chinoise ferait parfaitement mon affaire, et qu'il me procurerait des gens qui m'achèteraient l'un et qui me vendraient l'autre. « Soit, Seigneur, repris-je, mais comme vous dites que ces messieurs connaissent si bien mon navire, en suivant vos conseils, je pourrais jeter d'honnêtes et braves gens dans un affreux guêpier et peut-être les faire égorger inopinément. Car partout où ces messieurs rencontreront le navire, il leur suffira de le reconnaître pour impliquer l'équipage. Ainsi, d'innocentes créatures seraient surprises et massacrées. « Non, non, dit le bonhomme, j'aviserai au moyen de prévenir ce malencontre. Comme je connais tous ces commandants dont vous parlez et que je les verrai tous quand ils passeront, j'aurai soin de leur exposer la chose sous son vrai jour et de leur démontrer l'énormité de leur méprise. Je leur dirai que s'il est vrai que les hommes de l'ancien équipage se soient enfuis avec le navire, il est faux pourtant qu'ils se soient fait pirates, et que ceux qu'ils ont assaillis vers Cambodge ne sont pas ceux qui autrefois enlevèrent le navire, mais de braves gens qui l'ont acheté innocemment pour leur commerce. Et je suis persuadé qu'ils ajouteront foi à mes paroles, assez du moins pour agir avec plus de discrétion à l'avenir. « Bravo, lui dis-je. Et voulez-vous leur remettre un message de ma part ? » ?»« Oui, volontiers, me répondit-il, si vous me le donnez par écrit et signé, afin que je puisse leur prouver qu'il vient de vous, qu'il n'est pas de mon cru. » Me rendant à son désir, sur-le-champ, je pris une plume, de l'encre et du papier, et je me mis à écrire sur l'échauffourée des chaloupes, sur la prétendue raison de cet injuste et cruel outrage, un long factum où je déclarais en somme à ces messieurs, les commandants,
qu'ils avaient fait une chose honteuse, et que si jamais ils reparaissaient en Angleterre, et que je vécusse assez pour les y voir, ils la paieraient cher, à moins que durant mon absence, les lois de ma patrie ne fussent tombées en désuétude. Mon vieux pilote lut et relut ce manifeste et me demanda à plusieurs reprises si j'étais prêt à soutenir ce que j'y avançais. Je lui répondis que je le maintiendrais tant qu'il me resterait quelque chose au monde, dans la conviction où j'étais que tôt ou tard je devais la trouver belle pour ma revanche. Mais je n'eus pas l'occasion d'envoyer le pilote porter ce message, car il ne s'en retourna point. Tandis que tout ceci se passait entre nous, par manière d'entretien, nous avancions directement vers Nankin, et au bout d'environ 13 jours de navigation, nous vîmes jeter l'ancre à la pointe sud-ouest du grand golfe de ce nom, où j'appris par hasard que 2 bâtiments hollandais étaient arrivés quelque temps avant moi, et qu'infailliblement je tomberais entre leurs mains. Dans cette conjoncture, je consultai de nouveau mon partenaire. Il était aussi embarrassé que moi, et aurait bien voulu descendre sain et sauf à terre, n'importe où. Comme ma perplexité ne me troublait pas à ce point, je demandai au vieux pilote s'il n'y avait pas quelque crique, quelque havre où je pusse entrer, pour traiter secrètement avec les Chinois sans être en danger de l'ennemi. Il me dit que si je voulais faire encore 42 lieues au sud, nous trouverions un petit port nommé Kengchang, où les pères de la mission débarquaient d'ordinaire en venant de Macao, pour aller enseigner la religion chrétienne aux Chinois, et où les navires européens ne se montraient jamais, et que, si je jugeais à propos de m'y rendre, là, quand j'aurais mis pied à terre, je pourrais prendre tout à loisir une décision ultérieure. J'avoue, ajouta-t-il, que ce n'est pas une place marchande. Cependant, à certaines époques, il s'y tient une sorte de foire où les négociants japonais viennent acheter des marchandises chinoises. Nous fûmes tous d'avis de gagner ce port, dont peut-être j'écris le nom de travers. Je ne puis au juste me le rappeler, l'ayant perdu, ainsi que plusieurs autres notes, sur un petit livre de poche que l'eau me gâta, dans un accident que je relaterai en son lieu. Je me souviens seulement que les négociants chinois et japonais avec lesquels nous entrâmes en relation lui donnaient un autre nom que notre pilote portugais, et qu'ils le prononçaient comme ci-dessus Kengchang. Unanimes dans notre résolution de nous rendre à cette place, nous levâmes l'ancre le jour suivant. Nous étions allés 2 fois à terre pour prendre de l'eau fraîche, et dans ces 2 occasions, les habitants du pays s'étaient montrés très civils envers nous, et nous avaient apporté une profusion de choses, c'est-à-dire de provisions, de plantes, de racines, de thé, de riz et d'oiseaux. Mais rien sans argent. Le vent étant contraire, nous n'arrivâmes à Kengchang qu'au bout de 5 jours, mais notre satisfaction n'en fut pas moins vive. Transporté de joie, et, je puis bien le dire, de reconnaissance envers le ciel, quand je posai le pied sur le rivage. Je fis serment ainsi que mon partenaire, s'il nous était possible de disposer de nous et de nos marchandises d'une manière quelconque, même déjà avantageuse, de ne jamais remonter à bord de ce navire de malheur. Oui, il me faut ici le reconnaître. De toutes les circonstances de la vie dont j'ai fait quelque expérience, nul ne rend l'homme si complètement misérable qu'une crainte continuelle. L'Écriture dit avec raison « L'effroi que conçoit un homme lui tend un piège ». C'est une mort dans la vie. Elle oppresse tellement l'âme qu'elle la plonge dans l'inertie. Elle étouffe les esprits animaux et abat toute cette vigueur naturelle qui soutient ordinairement l'homme dans ses afflictions, et qu'il retrouve toujours